Bonjour, bonjour les amis. Donc, notre guitarero est là, Hervé Carès, grand guitariste de rock devant l'éternel, mais pas cette fois-ci pour parler musique, mais peut-être qu'on fera quelque chose un jour, Hervé. Il faudra peut-être Ah que... oui, 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 ça serait parce que... intéressant, oui. En plus, moi, j'ai des goûts assez convergents avec les tiens. Donc, mais aujourd'hui, on va parler plutôt du conflit mondial, dans sa dimension ukrainienne. Il se passe beaucoup de choses, l'histoire s'est accélérée. Il y a beaucoup de questions à examiner avec calme et mesure. C'est pas toujours facile parce que, y compris en Europe, c'est un peu parti dans tous les sens. En France aussi, parce qu'on a un occupant de l'Élysée qui est reparti dans ses rodomontades, dans ses changements de pied, ses changements d'opinion, et qui maintenant, pour essayer, ça c'est ma thèse, pour essayer de masquer sa situation politique interne très difficile, est en train de nous embarquer dans des aventures qui sont peut-être un petit peu dangereuses. Alors, avant de passer à l'examen des différentes questions que nous avons mis à l'ordre du jour, je voulais commencer par un petit préalable avec ce qui se passe sur les plateaux. Alors, on aurait pu penser, après 3 ans de guerre, après l'évidence de la supériorité russe qui a pris le dessus dans ce conflit. Alors dire c'est un peu facile, la Russie a gagné, c'est une commodité de communication. C'est pas un match de foot. Mais la Russie a manifestement le dessus, et c'est probablement la prise de conscience de cette réalité qui a amené le président Trump à souhaiter enclencher un processus qui permette de débarrasser son pays de ce boulet. Alors, malgré ça, nos amis des plateaux sur LCI, mais pas seulement, continuent à dire absolument n'importe quoi. Avec en tête de gondole, pardon, on a la Poédie. Alors elle dit que Hitler était très gentil par rapport à Poutine et pour son pays. Et nous avons Yakovlev qui dit la France entre 40 et 44, c'était peace and love. Tout ça, c'est magnifique. Alors, il y a deux choses que je voudrais montrer pour caractériser cette période. La première, c'est le fait qu'Emmanuel Macron se pose, il se montre actuellement en chef de guerre. Voilà donc un montage que je trouve assez drôle. Alors, ce montage, je me demande qui est le coupable de ce montage, hein. Voilà, le sourire d'Hervé Carès nous montre bien qui est l'auteur. Donc, c'est effectivement assez drôle. Alors, le camarade 1, Kim Jong-un, il présente cette caractéristique, c'est qu'il est dans des postures tellement ridicules que on les utilise souvent pour ridiculiser ceux qui peuvent avoir des attitudes un peu voisines. Je me rappelle, en ce qui concernait Alain Juppé, qui était entouré des Juppettes quand il avait plein de femmes dans son gouvernement, on les appelait les Juppettes, et on avait mis en face les photos de un avec plein de jeunes coréennes en larmes en train de se jeter sur lui. Donc voilà pour ce qui concerne euh, cette façon de se moquer de notre ami Emmanuel Macron. Alors, Oui, 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 en fait, le but, c'est bien sûr c'est pas de comparer deux systèmes politiques non, qui sont diamétralement oh ben opposés. non, Le but, c'est de se poser la question sur les outils de communication et de propagande qui sont à l'œuvre, hein, et qui sont, quoi qu'on en dise, très très comparables, même si les publics, évidemment, vont se comporter de manière différente. Parce que depuis 15 jours, il est clair qu'on est rentré dans un système d'ingénierie sociale qui est très comparable à celui
auquel on avait assisté durant la période Covid, hein, et qui est basé en fait sur la création d'un sentiment de peur auprès de la population. Et là, on est directement sur un système d'ingénierie sociale de sentiment de peur vis-à-vis d'une potentielle guerre contre la Russie à l'horizon, on va dire, des 5 ans. Certains, en tout cas en Europe, n'hésitent pas à mettre en avant ce calendrier. Donc, ce processus d'ingénierie sociale qui a pour but de créer un sentiment de peur dans une partie de la population qui, contrairement à une infime minorité, en fait, n'a pas le temps de s'informer ou de rechercher des informations alternatives, donc reçoit de plein fouet toutes les campagnes de communication, hein, puisque les organes d'information les plus vus et lus font partie de la presse et des médias mainstream, c'est-à-dire des médias qui sont subventionnés par l'État français. Et donc, on est sur une vraie campagne de communication et des éléments de langage. Et ces éléments de langage se recoupent de manière très, très étonnante. Il suffit de regarder les unes des journaux ou même les termes qui sont employés sur différents médias. Alors, sur les médias télévisuels, je pense qu'il y a trois grands médias de chaîne 24/7 qui sont à l'œuvre en France. Il y a LCI, BFM TV et CNews. Il est clair que sur LCI, on est sur la chaîne qui est la plus engagée dans ce narratif. La chaîne BFM est un petit peu plus mesurée. Et par contre, la chaîne qui fait preuve de courage en ce moment, de manière à avoir un esprit critique et à mettre en doute justement cette campagne d'ingénierie sociale, c'est bien la chaîne CNews. Oui, alors, et qui se fait immédiatement accuser d'être pro-russe. Donc, c'est. Justement, en fait, c'est très intéressant puisqu'on est vraiment sur la même approche que lors de la période Covid. Ceux qui étaient un petit peu critiques vis-à-vis du pass sanitaire, notamment de la deuxième période de confinement, ou alors vis-à-vis peut-être des effets réels du vaccin en termes de contamination, étaient traités de complotistes à l'époque, hein, ou de personnes dangereuses menaçant la santé des autres citoyens. Et là, ceux qui sont critiques vis-à-vis de cette campagne de propagande, de cette campagne d'ingénierie sociale, eh bien, ils sont soit accusés d'être pro-russes, soit d'être accusés d'être des traîtres. Ça va jusque-là, c'est tout à fait exact. Concernant l'ingénierie sociale, il y a eu un bel exemple que tu avais relevé, c'est celui de ce tremblement de terre qui a eu lieu à Nice. Il y a un article dans un journal, j'ai vu un titre de journal, les gens disaient, mais tout a tremblé, on a cru que c'était Poutine qui attaquait, ce qui était effectivement très drôle, mais c'était sincère, c'était quasiment un cri du cœur. Mais cela prouve que c'est efficace. De toute façon, ce sont des processus de communication qui sont efficaces. Bon, alors là, la petite photo avec Macron au milieu je veux dire, des militaires de l'armée de l'air, d'ailleurs, et elle est vraiment, quand on y pense, ridicule dans ce qu'elle renvoie de son caractère, de ses traits de caractère, quoi, de ce narcissisme maladif, cette façon de se mettre en scène. Il y a de la mesure. Il est le patron, d'accord, aujourd'hui, mais pour autant, qu'est-ce qu'il y a besoin comme ça, avec un discours I- oui. empoulé Depuis que la Ve République existe historiquement, jusqu'à Jacques Chirac, alors Nicolas Sarkozy avait fait son service militaire, mais dans un organisme parisien, mais jusqu'à Jacques Chirac, tous les présidents de la République avaient eu une expérience militaire. Évidemment, le général de Gaulle, évidemment Oui, François Mitterrand, et également Jacques Chirac, qui avait été chef de peloton pendant la guerre d'Algérie. Jamais, jamais, il ne se serait prêté à ce type de communication. c'est assez horrible. Alors, ça nous humilie un peu qu'on se dit, voilà, ça c'est notre chef d'État, c'est embêtant, quoi. Enfin, je veux dire qu'on est ça. Bon, alors, toujours sur ce petit préalable, il y a tous ces discours qu'on entend, qu'on a entendus, y compris relayés par Ursula von der Leyen, les Russes
volent les machines à laver, d'abord parce qu'ils n'en ont pas chez eux, et ensuite pour récupérer les puces pour leurs missiles. Et puis ils volent tout un tas d'autres choses. Ah, la Poédie n'a de cesse que de raconter ça, mais Tenzer également, les femmes dont je me rappelle plus le nom de Desk Russie décrivent la Russie comme étant au milieu du 19e siècle, le servage n'ayant pas encore été aboli. Alors, il se trouve que il se trouve que les Russes ont un certain humour. Je vais vous montrer ce qu'ils montrent, enfin ce qu'ils font défiler dans la préparation de la parade du 9 mai prochain, la parade de la victoire qui sera celle du 80e anniversaire. По Красной площади проходит парадный расчет Bon, les первой trophées. гвардейской краснознаменной танковой армии. Возглавляет танковую колонну майор Олег Мамонтов. В составе колонны современное поколение российской бронетехники. Voilà, effectivement, ça en dit long sur la façon dont nos bêtises sont perçues de l'autre côté. Bon, autant quand ils le prennent comme ça, de façon avec humour, je trouve ça aussi bien, euh, peut-être plutôt que les diatribes de Medvedev, qui sont souvent extrêmement agressives. Bon, alors maintenant, redevenons sérieux. Je souhaitais te demander, Hervé, ton opinion sur les négociations qui se déroulent actuellement, la façon dont en Occident on présente les enjeux de ces négociations. Moi, j'ai le sentiment quand même, et comme toi, j'ai écouté l'intervention de Jacques Beau sur Swiss Box, dans laquelle il rappelait, mais ça je l'avais déjà lu, il rappelait quelles étaient les positions de la Russie depuis le début, c'est-à-dire depuis 2014. Ensuite, il y a eu le mémorandum de 2021. Il y a eu les objectifs qui avaient été définis au moment des négociations devant aboutir au traité d'Istanbul. Et euh, depuis Vladimir Poutine a pris, je veux dire, des positions après avoir incorporé les oblasts du Donbass à la Fédération de Russie. Il a redéfini ses objectifs. Alors, voilà, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'ils sont ces objectifs et dans naturellement leur dimension militaire? Ouais, d'abord, il faut rappeler une chose, il faut chercher à analyser quand même les choses le plus rationnellement possible, comme un analyste, c'est qu'il y a trois périmètres de négociation. Le premier périmètre, c'est bien sûr les territoires qui ont été conquis par les Russes et qui pourraient être cédés peut-être par les Ukrainiens, au-delà des conquêtes, hein. On ne sait pas comment cette guerre va se terminer, les conquêtes actuelles. Ensuite, il y a la dimension de sécurité, sécurité mutuelle pour l'Ukraine et bien sûr la Russie, puisque c'était une des raisons de l'entrée en guerre de la Russie, hein, qui se sentait oppressée par l'avancée de l'OTAN. Et le dernier point, c'est bien sûr les sanctions. Et les sanctions, c'est un point majeur, sachant qu'il y a deux gros acteurs dans les sanctions, les États-Unis, hein, depuis 2014, et également l'Union européenne. Et dans ce dernier champ de négociation, celui des sanctions, il est clair que les Européens auront certainement, peut-être à un moment donné, une occasion de faire valoir leur position, hein. Mais si jamais les États-Unis, puisque les États-Unis sont en train de se rapprocher de manière très très rapide de la Russie, hein, pour différentes raisons, des raisons géopolitiques et également des raisons économiques, et peut-être une vision des relations internationales qui est très différente de celle qui a couru jusqu'à présent. Jusqu'à présent, la sécurité était assurée par un système de confrontation. Et on a vraiment l'impression, enfin, moi j'ai l'impression que le gouvernement Trump, l'administration Trump, veut passer d'une sécurité assurée par un système de confrontation à une sécurité assurée par un système de coopération, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des tensions entre les grandes puissances ou entre les puissances, ces grandes puissances avec certains pays, mais en tous les cas, le point de départ sera plutôt la recherche de la coopération plutôt que tout de suite la confrontation. Donc, peut-être que les États-Unis pourraient rapidement, dans le courant de l'année 2025, abandonner leurs sanctions
Et ce qui, évidemment, pourrait conduire les Européens, pour éviter de se retrouver ostracisés au plan mondial, sur le plan économique, mais également sur le plan géopolitique, de suivre les États-Unis dans cet abandon des sanctions. Donc, ce dernier point des sanctions est, à mon avis, fondamental. Alors, en l'état, lorsqu'on écoute les Russes, mais c'est normal, on est rentré dans une négociation, ils sont maximalistes. Maximalistes au sens de leurs objectifs de guerre, et notamment de leurs objectifs de guerre territoriaux, qui consistent à réclamer, bien sûr, la conquête, hein, et l'occupation des 4 oblasts qu'ils ont annexés, sachant que sur ces 4 oblasts, il y en a 2 qui sont environ conquis par les Russes à hauteur de 50%, c'est l'oblast de Zaporizhzhia et de Kherson. Et en l'état, on n'a pas le sentiment que pour l'instant les forces ukrainiennes soient en train de se déliter, hein, puisque les Russes continuent à progresser, mais de manière, on va dire, assez lente, hormis l'enclave de Souja qui a été reconquise quasiment en 4 jours par les forces russes, même s'il reste Petite quelques... question, Oui. Hervé. Sur toutes les médias qui soutiennent ardemment l'Ukraine, je pense à Ouest France, je pense à Slate, je pense bien évidemment aux chaînes d'infos dont on a parlé, il y a l'offensive sur Belgorod. On nous annonce une nouvelle offensive ukrainienne sur Belgorod. Qu'est-ce que tu en penses? Non, en fait, c'est pas une offensive, c'est une opération ukrainienne qui a pour but de desserrer en fait l'étau de Souja pour faciliter le retrait des dernières forces ukrainiennes qui tiennent les derniers villages à la frontière. Ils n'ont pas les moyens, hein, de lancer une offensive de grande ampleur. D'ailleurs, c'est une action offensive, je dis bien une action offensive, on n'est pas sur une offensive, hein, une action offensive qui a été rapidement arrêtée par les Russes. Donc, exit, et pourtant, ça, de nouveau annoncé à grand son de trompe là-dessus. Bon, je t'ai Mais interrompu, je te repasse la parole. Mais en fait, le problème, c'est que la plupart des commentateurs de cette guerre, et moi je le déplore, notamment les militaires, et pourtant les militaires qui ont une formation qui leur permettrait de prendre un petit peu de hauteur sur les plateaux TV, en fait, en sont à commenter des micro-événements sans chercher à prendre la hauteur et à trouver un sens stratégique ou pas à ce qui est en train de se passer, un sens stratégique au sens global, stratégique au plan politique, mais surtout, in fine, au plan militaire. Alors, concernant le programme, enfin pas le programme, les objectifs et les volontés russes, tu disais qu'il y avait d'abord l'aspect territorial, il y a également la question de l'engagement irréversible de ne pas adhérer à l'OTAN et la démilitarisation, c'est-à-dire un peu, je pense au traité de Versailles, où une des clauses, elle était que, Oui, et des clauses d'armistice de oui, 40 aussi, c'est que le pays vaincu doit avoir une armée mais petite, éthique. oui, mais je n'en parle pas parce que, en fait, pour moi, c'est hors du champ de négociation. Ça, c'est un prérequis qui ne sera pas négociable. Oui, mais alors, ça, justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure concernant, voilà, on va négocier. Dans la présentation qui en est faite souvent en Occident, je ne parle pas des États-Unis, c'est de dire tout est négociable, quoi. Tout est négociable, il faut voir ça. Il y en a encore qui affirment qu'il faut que les Russes évacuent la Crimée. Il y a encore des débats sur la Crimée, alors que la Crimée a été réincorporée à la Fédération de Russie en 2014, c'est-à-dire il y a maintenant plus de 10 ans. Donc le problème, c'est que ce que tu nous décris, donc, c'est il y a un socle, mais qui n'est pas négociable. Donc, à partir de là, on va négocier. À Oui, partir de là, on va on va négocier. négocier sur Alors, qu'est-ce qu'on va négocier? Parce qu'il ne reste pas grand-chose, hein. Si, si, quand même, il y a des choses à négocier, puisque actuellement, les Russes n'ont pas conquis tous les oblasts qu'ils revendiquent, notamment les oblasts qui se trouvent dans la région de Kherson, l'oblast de Kherson et de Zaporizhzhia. Donc, on pourrait imaginer il est évident que dans la négociation qui s'ouvre actuellement entre les Russes et et les Américains, on est sur une négociation globale pour rebâtir de nouvelles relations internationales, et notamment des relations internationales entre ces 2 puissances.
hein. Donc on pourrait imaginer que les enjeux pour les enjeux de cette relation avec les États-Unis sont bien supérieurs, peut-être, je dis bien peut-être, à l'occupation du reliquat de certains oblasts qui n'ont pas complètement conquis. Ce que je veux dire, c'est que l'administration Trump fait de gros efforts actuellement et qui paraissent quand même porter leurs fruits malgré toutes les critiques que l'on a pu entendre pendant 2 mois, puisque lundi prochain, ils ont quand même réussi l'exploit de réunir dans le même hôtel et au même endroit, même s'ils ne vont pas se côtoyer, une délégation russe et une délégation ukrainienne, sous leur égide et en Arabie Saoudite. Notons au passage que le centre de gravité du monde, et là on peut remercier nos dirigeants européens, est en train de se déplacer vers un pays des BRICS, c'est-à-dire le Moyen-Orient, et c'est un signe quand même qui quand même pas à la faveur du poids de l'Europe et des États, de ces vieux États européens historiques dans les affaires du monde telles qu'elles semblent se dessiner pour le futur. Donc ils ont quand même réussi cet exploit-là. Donc on peut imaginer, parce que si tu veux, l'administration Trump prend des risques quand même au plan international, il s'engage. Donc il ne faut pas qu'ils sortent humiliés de cette prise de risque, et il faut que les Russes soient coopératifs vis-à-vis de cette administration. Il faut que les Russes soient prêts à larguer, à lâcher des choses, même si elles sont importantes pour eux, mais il faut qu'il y ait quand même un échange. C'est ça une négociation, hein. Donc on peut imaginer, je dirais, on peut imaginer que si les Russes n'ont pas conquis la totalité des oblasts de Kherson et de Zaporizhzhia, peut-être qu'il peut y avoir une négociation sur ces territoires qui ne sont pas conquis. Alors même si évidemment ils ont un accès et qu'ils font partie de la Fédération de Russie, il y a peut-être des gains bien supérieurs à ces gains territoriaux pour les Russes au plan géopolitique et notamment économique. Donc ça, c'est une option. Maintenant, l'autre option, moi, ce que je peux constater, c'est que dans cette négociation, il y a un acteur qui est pressé de trouver une issue à la guerre, les Américains, les États-Unis, et deux qui, en fait, jouent un jeu de poker menteur. Les premiers sont les Russes, parce qu'actuellement, le momentum militaire est en leur faveur, et que, quoi qu'on en dise, la situation de l'armée ukrainienne sur le plan humain, surtout sur le plan humain, et même de la société ukrainienne, sur le plan de l'épuisement par rapport à cette guerre, je pense, a atteint certaines limites, hein, sans être un petit peu imagé, on pourrait considérer que c'est un adversaire pour les Russes qui a un genou à terre, hein. Donc ils n'ont pas intérêt, eux, à ce que les opérations s'arrêtent, et que leur intérêt, ça serait que les opérations continuent pendant environ 6 mois. Et qu'ensuite, de l'autre côté, il y a le président ukrainien qui, à mon avis, n'a pas non plus intérêt à ce que rapidement les opérations s'arrêtent sur un plan personnel, hein, je dis bien sur un plan personnel, et qu'il soit contraint de signer un traité intimant peut-être aux forces ukrainiennes d'évacuer les oblasts, les parties d'oblasts que les Russes n'ont pas encore conquis, parce que je pense que sa santé physique, son intégrité physique pourrait être menacée directement par les ultranationalistes qui sont très présents dans l'appareil sécuritaire ukrainien. Et n'oublions pas qu'il y a également des forces ukrainiennes, notamment les forces nationalistes, hein, ces brigades nationalistes comme Azov ou Haïdar ou d'autres comme Safari, qui pourraient également ne pas du tout se satisfaire en fait de la fin des combats. Et on pourrait assister à une situation post-guerre en Ukraine, si cette fin de guerre est mal gérée, qui pourrait être comparable à celle de l'Allemagne de 1919. Ce qui serait d'ailleurs, très paradoxalement, le risque majeur de déstabilisation pour l'Union européenne, en fait, notamment les pays riverains et peut-être même au-delà. Alors, je voudrais faire quelques petites observations. Alors, la première, c'est une observation relative aux sanctions. Effectivement, j'ai vu passer une déclaration de Donald Trump lui-même disant les sanctions, c'est moi qui interprète, hein, qui traduit, c'est bien joli, mais ça met le dollar en danger. Ce qui est une réalité. Ce qui est une réalité parce que la caractéristique de ce qui vient de se passer depuis trois ans, c'est que, au contraire de ce qu'ils avaient quand même réussi à faire en 2003 lorsqu'ils ont agressé, ils ont envahi l'Irak, ils avaient fait quand même une coalition des volontaires. Il y avait la Pologne, il y avait la Grande-Bretagne évidemment, il y avait d'autres pays encore. Cette fois-ci,
quasiment cette coalition des volontaires, ou bien le soutien, ils n'ont obtenu que, on va dire, allez, celui du G7 et puis comment dire, les gens, les pays de l'Union européenne, pas tous d'ailleurs, mais il n'y a pas eu dans le sud global, dans la majorité mondiale, non seulement il n'y a pas eu de soutien des positions occidentales, mais plutôt de soutien mesurer, certes, des positions russes. On l'a bien vu, y compris dans les évolutions des délibérations de l'Assemblée générale de l'ONU sur la condamnation de l'intervention russe. Euh, et ça, comme l'a dit Trump, euh, ça aboutit à ce que ces pays de la majorité mondiale, pour éviter le poids des sanctions, parce que c'est le système, effectivement, l'utilisation du dollar, l'extraterritorialité du droit américain vous expose complètement et vous met parfois dans des situations extrêmement difficiles. On peut vous saisir des bateaux, on peut vous arrêter des dirigeants de votre pays, des dirigeants économiques. Rappelez-vous ce qui est arrivé à la fille du patron de Huawei, le mastodonte chinois du numérique et des communications. Donc, euh, là, je pense que l'administration Trump a compris le danger qu'il y avait parce que euh, le dollar, monnaie de réserve mondiale, leur a permis de vivre à crédit pendant 40 ans. Et sur un pied élevé. Or, aujourd'hui, ils ont une dette tout à fait insoutenable et ça commence à devenir un peu problématique. Donc, finalement, le régime des sanctions a un effet boomerang. C'est pas aux Européens qu'on va l'expliquer compte tenu de toutes les erreurs suicidaires qu'ils ont été amenés à commettre. Alors sur les négociations, effectivement, à partir du moment où il y a ce socle, la Russie a conquis militairement un certain nombre d'oblasts, une partie du territoire ukrainien, et vient dire maintenant, tout ce qui est à nous, intangible. Tout ce qui est à nous est à nous, tout ce qui est à vous est négociable parce que il va falloir que vous évacuiez le reste des oblasts, il va falloir que vous engagiez, parce que c'est ce que dit Poutine, dès lors qu'il abandonne officiellement tout projet d'adhésion à l'OTAN, à ce moment-là, on pourra envisager un cessez-le-feu. On ne veut pas de cessez-le-feu qui soit une mesure permettant à l'Ukraine de se retaper pour reprendre ensuite les hostilités. Donc, on va discuter également du statut de la langue russe, de la protection des populations, etc. Se posent également des questions concernant la mer Noire, parce qu'il y a la question d'Odessa. Alors, il y a la question de la Transnistrie, qui est un territoire qui se veut russe, et qui aujourd'hui est enfermé entre l'Ukraine et la Moldavie. Je ne pense pas que les Russes la laisseront aller. La question de la protection des populations russes issues de l'ancienne Union soviétique, et elle se pose bien évidemment dans les pays baltes, où les citoyens russes n'ont aucune existence juridique, ils ne sont pas citoyens, ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas le droit de voyager, enfin, ils trouvent peut-être des moyens, mais quelque part, ce sont des apatrides. Donc ça, les Russes sont assez attentifs et assez soucieux de ce genre de choses. Alors, je ne veux pas du tout faire un parallèle historique, mais je rappelle quand même que cet argument de, des populations ethniquement rattachables à un autre pays avaient joué un rôle très important dans par leur utilisation de ces arguments par l'Allemagne dans le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui s'était passé en Tchécoslovaquie, par exemple, et ce qui explique pourquoi, à la suite de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à la conférence de Potsdam, il a été décidé une opération d'épuration ethnique géante. 12 millions d'Allemands de souche ont été rapatriés dans ce qui restait d'Allemagne. Ça a été quelque chose d'extraordinaire parce qu'on ne voulait plus qu'il y ait comment dire, des prétextes à des difficultés et à des conflits mondiaux. Donc là, la question des populations russes, dont on voit ce qui leur est arrivé après Maïdan, pour les Russes, elle est très importante. Et quand je dis tout ce qui est à nous est à nous, tout ce qui est à vous est négociable, ça fera aussi partie des négociations.
Ça va être très très compliqué. Si l'Ukraine est un acteur important et défend ses propres intérêts dans la négociation, euh, sauf à se mettre la corde au cou et à accepter ce qui ressemblerait à une capitulation, ça va être assez difficile d'en sortir. Je trouve la position, pas pour la critiquer, parce qu'on ne fait pas de morale ici. On ne fait pas de morale, on n'est pas là pour, comment dire, distribuer les bons, les mauvais points, qui est gentil, qui n'est pas gentil. On est dans une guerre, on est dans un conflit qui est issu quelque part de deux choses, de l'effondrement de l'Union soviétique et de la volonté américaine de démembrer la Russie d'une façon ou d'une autre. Donc il faut le régler. Et il y a des questions extrêmement difficiles. Alors, tu parlais euh, du fait que les négociations ont lieu en Arabie Saoudite. L'Europe est au menu, comme disent beaucoup à partir du moment où vous n'êtes pas à la table de négociation, c'est que vous êtes au menu. Ça me rappelle que la guerre du Vietnam, le traité, mais je vais en dire un mot de ça. Euh, le traité de paix entre les États-Unis et le Vietnam, qui a été imposé au Vietnam du Sud, euh, toutes les négociations qui ont duré 2 ans se sont déroulées à Paris. Paris, qui était quand même pourtant l'ancien colonisateur de l'Indochine et du Vietnam. Eh bien, on avait suffisamment d'autorité, on était suffisamment, je veux dire, diplomatiquement influent pour que ça se passe chez nous. Alors, justement, sur ce traité, alors là, l'Europe est totalement hors jeu. Sur ce traité, c'est un exemple historique. Alors, c'est pas comparable, il faut faire très attention au parallèle, mais je rappelle quand même qu'il y a eu un accord qui a été signé, qui devait être appliqué par les partis, etc. Euh, Les je- Américains sont partis. oui. Je peux me permettre une remarque, hein? Vas-y, bien sûr. Quand on parle d'Europe, c'est déjà un abus de langage. On rentre dans le discours en fait irréaliste de celui des dirigeants européens, puisque au plan international, le droit international ne reconnaît que les États-nations. Donc, Oui, lorsqu'on parle d'Europe, il faut parler des États européens, et que jamais un représentant à moins que ce soit un chef d'État d'un des pays européens qui est mandaté pour représenter les autres pays européens, qui sont d'accord avec sa vision géopolitique de la fin du conflit en Ukraine, ce sera le seul moyen que l'Europe rentre dans ces négociations-là, avec un chef d'État mandaté pour présenter les autres pays européens. Alors, ça, c'est la seule option qui est acceptable pour les Américains et pour les Russes, puisque les Américains et les Russes ne reconnaissent pas l'objet géopolitique non identifié qu'est l'Europe, et surtout pas Madame von der Leyen, qui est la chef d'une administration, et encore moins Madame Kaja Kallas, qui est la haute représentante pour les affaires internationales de l'Europe. Hein. Donc ces deux personnes ne sont pas reconnues par les belligérants, enfin un des belligérants directs, la Russie, et surtout pas par le grand ordonnateur de la négociation, c'est-à-dire les États-Unis. ça c'est effectivement très, très, très important. Je ne sais plus où j'ai vu passer quelqu'un, je ne sais pas si quelle nationalité il était, l'Union européenne partie à ces discussions, pourquoi pas le Mercosur tant que vous y êtes. Voilà, c'est une organisation de cette nature. Moi, personnellement, ça me convient fort bien. Alors, concernant les accords de Paris de 1973 la victoire consécutive 2 ans plus tard, euh, le 30 avril 1975, la victoire du Nord-Vietnam, euh, les conséquences de ce traité, ça a été que les Américains sont partis. C'était l'objectif, se débarrasser de ce boulet. Se débarrasser de ce boulet. Il y a j'en avais fait état sur Twitter, une anecdote de Gerald Ford à 3-4 jours de la chute de Saïgan, demandant au cours d'une réunion euh, à son chef de la CIA, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et le chef de la CIA, lui, pensait, mais on peut y aller, il faut regrouper les forces, il faut les repousser. Et il s'était tourné vers son secrétaire d'État, Baker, qui lui avait dit, c'est fini, Monsieur le Président, c'est terminé. Donc ils sont partis. Donc moi, je me demande, et c'est ce que, après l'incident du bureau ovale
entre Trump, Vance et Zelensky, je me suis dit, ça va finir comme ça. C'est-à-dire que euh, Trump serait en train de créer les conditions qui vont lui permettre de dire, écoutez, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai restauré des relations utiles avec la Russie, maintenant, on Ouais. s'en va, aux Européens, débrouillez-vous. Et ils n'en ont pas les moyens. Oui, mais je pense quand même que l'administration Trump va chercher à préserver les intérêts de l'Ukraine, hein. C'est pas pour que l'administration Trump sorte, on va dire, avec une certaine aura de ces négociations, ils ne peuvent pas non plus totalement abandonner l'Ukraine. Hein, donc, ils vont chercher à préserver quand même les intérêts de l'Ukraine. Et ils ont les moyens de faire pression à la limite sur les Russes grâce justement à l'arme des sanctions. Alors, évidemment, les sanctions, c'est un outil avec un effet paradoxal, notamment en termes d'effet boomerang, mais ils ont quand même cette capacité-là. Je pense que la vulnérabilité économique liée à la question du dollar est peut-être plus importante que le pouvoir des sanctions, parce que les sanctions, il y en a déjà énorme, 28 500, je crois, qui ont été prises, alors sur des personnes, mais sur des sociétés, sur des institutions. Euh, que dit Jacques Sapir, les sanctions de toute façon, dans l'histoire, hein, ça n'a jamais marché. Ça gêne bien évidemment les différents acteurs, et je pense que ça gêne le fait qu'il y ait ce régime de sanctions dans un monde qui bouge, gêne aussi d'autres acteurs. Je pense à la Chine, je pense à Mm. l'Inde, qui aimerait bien qu'on en finisse avec ce conflit. Mais moi, je crains, compte tenu justement de la distance entre les positions respectives, et dû au fait que, au bout d'un moment, les volontés des Russes d'assurer leur sécurité sont légitimes. Grand État, des premières puissances du monde, on les a mis en difficulté. Ça fait, depuis la chute de l'Union soviétique, après la catastrophe des années 90, ça fait au moins 25 ans qu'on les emmerde. Ils veulent, et puis ils ont un passé, ils ont un syndrome, hein. Barbarossa, on ne le leur refera jamais. Donc ils exigent des garanties de sécurité. Le problème, c'est que ça passe par une capitulation en race campagne, au final, probablement, Ouais. de l'Ukraine. Je ne vois pas comment l'Ukraine pourra s'en Non, sortir. disons qu'en l'état, on ne peut pas dire qu'il y ait une défaite pour l'instant de l'Ukraine sur le plan militaire. Il y a une situation difficile, mais ce que demandent les Russes en l'état, ça peut être assimilé à une défaite. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas consentir une défaite dans des conditions difficiles, même si certains éléments peuvent être négociés sur le plan territorial, à une éventuelle déroute dans 6 mois, avec peut-être un Ah oui, effondrement de l'armée ukrainienne et de la société ukrainienne. Et dans ce cas-là, on pourrait imaginer même que les États-Unis se désolidariseraient, pardon, totalement de la fin du conflit et se désengageraient, en laissant oui. les Européens face à cette problématique. Et les pauvres Européens, hein, qui se font pour certains des illusions, les cyniques ne s'en font aucune, mais ça les arrange de faire comme ça. Malheureusement, on n'est pas sorti des ronces. Alors, justement, tu viens de caractériser la situation militaire. Ça n'est pas une défaite totale de l'Ukraine. C'est une Ukraine en très grande difficulté. Donc, je voulais t'interroger sur ce qu'a dit à ce sujet, justement, pour les rapports de force, pour un petit peu se détacher de ce que racontent nos médias mainstream et les militaires de carrière, qui sont pourtant pour la deuxième section soumis au devoir de réserve et qui ne se font pas souvent rappeler à l'ordre malgré le nombre de bêtises qu'ils profèrent. Je voulais te donner la parole et t'interroger là-dessus à un très bon spécialiste qui est Benoît Billan, qui intervient un petit peu sur les médias. C'est quelqu'un qui travaille à l'école de guerre. C'est quelqu'un qui a écrit des ouvrages et qui intervient dans la revue Guerre et Histoire, où il
produit des analyses qui sont tout à Ouais. fait intéressantes. Alors, Je vais ouvrir une parenthèse, parce que sur LCI, en fait, il y a la chaîne des programmes qui déroule sur 24 heures. Il y a différents moments, en fait, d'information, et notamment le midi, pendant 3 heures, de midi à 15 heures à peu près, il y a l'émission de Christophe Moulin. Alors, Christophe Moulin est quand même dans la ligne éditoriale de l'ensemble de la chaîne, mais par contre, il a une qualité d'intervenant qui est bien supérieure au reste de la grille des émissions. Et notamment, lors de l'émission de Christophe Moulin, il y a souvent le général Chauvency, qui est excellent, qui vient, et Benoît Billan, qui vient également. Je pense que ce sont les deux analystes les plus pragmatiques et qui amènent justement une réflexion au-delà des annonces, hein, qui sont souvent des annonces communicationnelles ou même typiquement de propagande de la plupart des invités sur ce plateau. alors, justement, j'ai cité Guerre et Histoire, qui est une revue bimestrielle tout à fait remarquable, qui est sous la direction de Jean Lopez. Jean Lopez a fait un travail extraordinaire sur la guerre germano-soviétique, mais vraiment extraordinaire. Mais au début de ce conflit, il a un peu disjoncté. Il était venu sur un plateau avec Goya, de la chaîne parlementaire, dire c'est la plus grande catastrophe stratégique du 21e siècle. On en voit le résultat. Alors j'ai l'impression qu'il, je sais pas ce qui lui a pris, mais Mais euh, il y a eu aussi une espèce de dérive militante qui s'est Mais produite. voilà, il y a une dérive militante, c'est tout à fait ça, puisque le livre l'ours et le renard de Jean Lopez et Michel Goya, qui est paru de mémoire début 2023. En tout cas, je l'ai lu, hein, je l'ai en format numérique, hein, je ne l'avais pas acheté en format papier, je l'ai en format numérique, je l'ai lu. Et tout de suite, quand je l'ai lu, je me dis, c'est un livre qui va très très mal vieillir. Et c'est le cas, c'est le cas. Et c'est très, très intéressant. Alors, Michel Goya est très, très bon sur les analyses tactiques, mais par contre, il manque par moment alors peut-être que ça l'arrange, hein, notamment sur l'analyse de ce conflit, après de passer ensuite au niveau stratégique, au niveau opératif. Alors que Jean Lopez est un spécialiste de l'art opératif russe, j'ai été étonné qu'ils aient une vision comme ça, à courte vue de ce qui se passait, en restant uniquement sur des éléments d'observation qui étaient ceux, en fait, de la fin de l'année 2022 et du début de l'année 2023, tu vois. Oui, mais c'est bon. Il a été très loin, Jean Lopez. Il a été très loin. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un petit peu calmé. Moi, je suis abonné à Guerre et Histoire, mais voilà, il y avait une dimension militante aussi. Il y a eu une espèce de réflexe. Euh, il y a eu là aussi une russophobie importante qui a déferlé. Moi, j'étais un peu étonné de ça, un peu étonné. On n'est pas obligé d'être russophile, mais avoir une vision un peu objective de cet état-civilisation, de cette puissance qui a une histoire extraordinaire. Non, non, il y avait une espèce c'était vulgaire, quoi, une vulgarité dans l'appréhension du phénomène. Alors, je propose justement, concernant tu as parlé des capacités stratégiques de la Russie. Benoît Billan a écrit un livre sur l'art opératif, d'entretien avec Jean Lopez, d'ailleurs, j'invite à sa lecture. Donc, voyons ce qu'il nous dit concernant la phase actuelle. C'est que ça fait quand même, ça met en évidence, parce que c'est pas limité au cas de course, ça met en évidence les faiblesses structurelles de l'armée ukrainienne dans la conduite d'opérations de grande ampleur. Les Russes sont meilleurs qu'eux à ce jeu-là, et là ils l'ont démontré. Parce qu'ils ont quoi? Plus d'hommes, plus de matériel à sacrifier? Parce qu'ils ont en fait un système d'état-major beaucoup mieux structuré que celui de l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne a des brigades qu'elle a tendance d'ailleurs à fragmenter par groupements tactiques de petite taille et à dispatcher à droite à gauche sur le front, mais tout ça manque énormément de cohérence. Les Russes peuvent être un peu moins bons parfois au plan tactique, c'est-à-dire au niveau des petites unités, ça a été assez régulièrement souligné, mais en revanche, ils ont des états-majors qui sont beaucoup plus professionnels que ceux de l'armée ukrainienne, mieux structurés, et dans une guerre comme celle qui se livre en Ukraine, c'est ça qui, à la fin, finit par faire la différence. Ça leur permet de préparer des opérations comme celle de course. On a eu l'équivalent de 2, peut-être 3 divisions qui ont été engagées pour mener une offensive coordonnée. Et le résultat est là. Bon, donc c'est une appréciation qui est très claire. C'est vrai que ça change de ce qu'on entend habituellement sur
sur LCI. Euh, sur cette articulation tactique, stratégique, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce qu'on peut être médiocre sur le tactique et excellent sur le stratégique? Ouais, en fait, là, Benoît Billan, en fait, aborde la problématique des systèmes de commandement de chaque armée. Historiquement, l'armée russe a toujours eu des états-majors de taille importante, de niveau stratégique, de niveau opératif et ensuite de niveau tactique. De niveau stratégique, niveau de l'armée, niveau du corps d'armée, niveau opératif, niveau de la division. Alors le corps d'armée, il peut être stratégico-opératif. Et ensuite, niveau tactique, globalement, c'est la brigade. Du côté ukrainien, on l'avait souligné d'ailleurs lorsqu'on faisait nos vidéos il y a plus de 2 ans, je l'avais souligné, c'est qu'il y a les états-majors de brigade et ensuite il y a un grand état-major qui se trouve au-dessus des brigades, qui est presque une organisation territoriale et opérationnelle par grande zone. C'est une espèce d'état-major de corps d'armée, mais qui est territorialisé. Ils n'ont pas de niveau division. Or, la problématique sur la coordination des opérations, c'est le niveau de division. Coordination de la logistique, coordination des appuis, tous les appuis, que ce soit les appuis artillerie, les appuis air-sol, les appuis même de renseignement, les appuis également de guerre électronique. Et souvent, les Ukrainiens, comme ils n'ont pas ce niveau de division, ils confient cette mission à un état-major de brigade. En état-major de brigade, quelle que soit la bonne volonté des personnes qui en font partie, c'est une toute petite structure. Alors évidemment, on peut lui agréger après des fonctions, mais ça devient très très problématique très rapidement en termes de coordination. Et lorsqu'il y a eu l'offensive d'été sur la trouée de Zaporijjia des forces ukrainiennes, cette offensive qui a duré quasiment plus de 2 mois et qui s'est terminée par un échec, c'était l'état-major de la 47e brigade qui était en charge principalement de coordonner les actions. Donc c'est vraiment problématique. Ils ne sont pas taillés pour ça. Et on voit très bien que les forces ukrainiennes, sur des opérations tactiques de courte durée, sont assez performantes. C'est l'offensive de Kharkov fin 2022, octobre-novembre 2022 de mémoire. Et ensuite, cette poussée sur Koursk, qui était bien montée, mais qui était une opération que l'on pourrait comparer à un casse bien monté, mais dans une banque vide. Ce que je veux dire, c'est que la région de Koursk n'avait pas d'intérêt stratégique à part entière, si ce n'est d'occuper un territoire russe et sur le plan psychologique et peut-être déstabiliser le pouvoir au Kremlin. Je crois assez peu quand même à la théorie qui cherchait à viser la centrale nucléaire qui se trouve un peu plus loin, qui est à 60 km à peu près de la frontière. Mais après tout, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas monter une opération d'envergure sur la centrale de Zaporijjia, ce qui aurait beaucoup plus de sens. Donc c'est un petit peu ça qui m'interroge dans cette théorie-là, mais on ne va pas gloser dessus. En tous les cas, cette opération était bien montée, mais on voit que rapidement, après, dès que l'on passe à des opérations importantes, typiquement le retrait des forces russes de Kherson, avec le franchissement rétrograde de 20 000 hommes, quasiment passé inaperçu quand même par les forces ukrainiennes, à tel point que parfois on se demandait s'il n'y avait pas eu un accord secret. En fait, il n'y avait pas eu d'accord secret. Et c'est typiquement du travail d'état-major de niveau opératif, c'est-à-dire du corps d'armée et l'articulation avec les divisions, ainsi de suite. Et ça, les Russes ont ces états-majors et ont l'habitude de les faire travailler avec leurs grandes manœuvres annuelles et ainsi de suite. C'est des capacités que nous, en France, nous avions dans les années 80 et 90, à l'époque où il y avait encore la première armée et les 3 corps d'armée. Maintenant, ces états-majors-là, on les trouve de manière mutualisée au niveau de l'OTAN, notamment les états-majors de corps d'armée. Donc cette capacité en propre, on l'a perdue, nous, avec l'intégration dans l'OTAN. Mais en tout cas, les Russes ont cette capacité propre de niveau corps d'armée, de niveau d'armée, et ils ont ces états-majors de division. Donc c'est fondamental. Et il faut bien comprendre que quelle que soit la valeur tactique des forces au sol, ça sera toujours les états-majors qui vont conduire des manœuvres complexes et planifier des manœuvres complexes qui vont permettre de prendre l'ascendant sur l'adversaire. Si on observe la guerre civile américaine entre 61 et 65, 1861-1865, on s'aperçoit qu'il y avait une primauté tactique des forces sudistes sur le plan tactique. Les généraux sudistes étaient meilleurs sur le plan tactique. Or, dès que Ulysse Grant reçoit la charge par le président Lincoln de
structurer et conduire les opérations, notamment avec le plan Anaconda, qui est vraiment le premier plan stratégique ou proto-opératif de l'histoire, on s'aperçoit que très rapidement, même si les sudistes ont des victoires tactiques, eh bien, au plan opératif, en fait, les autres sont en train de gagner parce qu'ils ont une vision qui va au-delà de la bataille, puisque le niveau tactique, c'est le niveau de la bataille. Donc, globalement, pour en revenir à ce que disait Benoît Billan, les Ukrainiens, on l'a vu lors notamment des batailles défensives en 2022, sont bons sur la bataille, peuvent être bons sur la bataille. La, la bataille d'Ostomel, par exemple, hein, l'aéroport, on voit très bien qu'ils ont cette capacité-là de niveau tactique. Par contre, dès qu'on est au-dessus avec des opérations complexes et qui sont plus structurées, notamment au niveau de la division et du corps d'armée, ils ont ce déficit. Et c'est ces opérations qui font gagner une guerre. C'est ces opérations du type Bagration en 1944 qui font gagner une guerre. C'est ces opérations du type de celles montées également par les forces américaines, même si ils n'avaient pas cette culture opérative à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui amène également sur le plan logistique à mener des opérations complexes. C'est ça qui fait la différence. Et il a raison, Benoît Billon. Alors, l'art opératif est d'origine soviétique. C'était Svetchine, qui était un ancien général tsariste, qui a été malheureusement liquidé au moment des Grandes Purges, de la Grande Terreur. Mais ce que dit Jean Lopez, justement, tu parlais de Bagration, ce que dit Jean Lopez dans ses nombreux ouvrages, dont j'invite vraiment à la lecture, c'est que, en fait, les Soviétiques l'ont emporté parce que ils avaient une supériorité stratégique. C'est vrai que les Allemands leur ont donné beaucoup de fil à retordre sur le plan tactique, mais ils ont été surclassés au plan stratégique. Alors à ce sujet, tiens, parce que effectivement, il y a tout un tas de discussions. Quelle est la bataille la plus importante de la Deuxième Guerre mondiale sur ce front? Est-ce que c'est Stalingrad? Est-ce que c'est Kursk, la bataille de Kursk, c'est-à-dire la dernière grande offensive euh, allemande qui a été repoussée? Ou est-ce que c'est Bagration? Ou bien est-ce que ce sont les offensives géantes qui permettent d'aller jusqu'à Berlin? Moi, personnellement, je ne me prononce pas, mais si on regarde sur un plan militaire, c'est ce qu'on me dit. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais c'est Bagration qui est paraît-il, extraordinairement brillante comme conception et réalisation. Oui, en fait, il y a une conjonction de deux offensives stratégiques, celle bien sûr du débarquement de Normandie et puis Bagration. Tout ça, c'est un ensemble au plan stratégique. De même, ensuite, qui est complété par le débarquement au sud de la France, le débarquement de Provence. Donc, tout ça, c'est la vision stratégique. Après, il est clair que par contre, dans la conduite des opérations, au moment de Bagration, les états-majors soviétiques ont une une réflexion qui va au-delà de l'élément tactique. En face, les états-majors alliés, notamment américains, conduisent des manœuvres tactiques, des manœuvres logistiques extrêmement complexes, hein, puisqu'ils sont très très bons en logistique, hein, les Américains, et c'est fondamental quand même. Mais il leur manque cette vision opérative qu'ont les Russes. C'est pour ça que d'une certaine manière, lorsqu'il y a la guerre du bocage, il y a ces blocages devant Caen et également à la fin, comme ils n'arrivent pas à percer, ils font intervenir l'US Air Force pour écraser totalement toutes les forces américaines. Donc, pardon, allemandes, hein, qui sont coincées dans la poche de falaise. Donc, c'est ça le moment où ils arrivent à briser vraiment la résistance allemande, parce qu'ils ont cette suprématie aérienne qu'ils vont utiliser de manière un petit peu surprenante au plan tactique, en faisant un bombardement stratégique sur une concentration de forces allemande. Alors, excellente liaison, merci mon cher Hervé, parce que je vais encore partir de Benoît Billan. Euh, il a publié un article dans Guerre et Histoire, le dernier, où il fait un parallèle entre la guerre du bocage, dont tu viens de parler, et l'actuelle guerre en Ukraine. Et avec des situations qui sont
très différentes, évidemment, niveau technique, etc. Mais qui aboutissent à des changements, c'est-à-dire un piétinement des armées en présence, et en particulier les Américains qui étaient confrontés à une guerre à laquelle ils ne s'attendaient pas. Euh, qui les a amenés à utiliser, comme tu le disais, le carpet bombing, c'est-à-dire qu'ils ont tout cassé, y compris en France d'ailleurs. Hein, donc, il y a un certain nombre d'agglomérations qui ont connu ces tragédies. Et avec une utilisation de troupes, finalement, de petites unités, semble-t-il. Et Benoît Billan dit que en Ukraine, c'est un petit peu pareil, du fait de la présence des drones. D'abord, l'hypersurveillance du front, dont tu nous as déjà parlé à plusieurs reprises, mais l'utilisation des drones, moi, je suis ça d'assez près quand même depuis 3 ans. Ça s'est généralisé, c'est devenu totalement prégnant depuis environ un an. Bon, je peux me tromper, mais c'est un peu l'impression que j'en ai, et qu'on a une utilisation qui était une utilisation, comme tu me l'avais expliqué, d'abord contre les véhicules, contre le matériel, contre les chars, contre les transports de troupes, mais qu'aujourd'hui, il y avait une utilisation des drones contre les soldats eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire une intervention. J'ai lu une statistique au début de cette guerre-là. Un peu comme en 14-18, 80% des pertes étaient dues à l'artillerie. Maintenant, 70% des pertes humaines sont dues aux drones, ce qui est absolument extraordinaire, quoi. Donc, c'est vraiment une guerre nouvelle, ça. Ouais. Il y a un très bonne interview sur le magazine Omerta qui est en vidéo YouTube par un des spécialistes en guerre électronique et on va dire en armement du CF2R, hein, du Centre français euh, au renseignement. Hein. Et Dont le patron est Éric Dénessé, qui est ouais, un Éric ami. Dénessé, le spécialiste, c'est Olivier Dujardin, qui vraiment qui a fait une très très bonne analyse justement de la guerre des drones en Ukraine. Et il explique très bien en fait cette montée en puissance des drones, hein, qui a été utilisée justement au départ par les Ukrainiens pour pallier leur déficit en artillerie, et que maintenant les Russes les ont rattrapés, voire peut-être même dépassés sur certains segments de drones, notamment avec les drones philo-guidés, hein, par fibre optique. Et maintenant, il le dit très clairement, on est passé sur en fait une utilisation antipersonnelle des drones. Mais quand je dis antipersonnel, c'est terrible, hein. C'est-à-dire que c'est les hommes, parfois de manière individuelle, qui sont ciblés par un drone FPV. Donc ça crée une forte pression psychologique sur les combattants. Et puis surtout, l'espoir de réchapper d'un tir d'artillerie, il y a toujours un espoir de réchapper d'un tir d'artillerie, puisque ce sont des éclats, il va éventuellement y échapper, alors que là, le drone va vous viser personnellement et aller vous chercher directement, peut-être dans votre trou de combat ou dans votre cache. Donc ça devient terrible. Et ce qui fait que le nombre de blessés a énormément diminué, parce que un drone qui vous vise, eh bien, malheureusement, il vous touche et vous êtes mort ou gravement blessé, vous allez mourir ensuite des suites de vos blessures. Ben, parce que c'est très difficile de vous évacuer, d'ailleurs, parce que le fait d'aller faire un petit tour sur Telegram et d'ouvrir quelques vidéos, c'est absolument terrifiant. Je veux dire, si vous êtes repéré à 100 ou 200 mètres par un drone, vous êtes mort, quoi. C'est-à-dire que on le voit bien, même si vous trouvez un abri dans une maison détruite ou derrière un mur, le drone vient vous chercher. C'est quand même assez terrible. Et avec C'est ce qui explique d'ailleurs ce que c'est par là, c'est ce que veut dire Benoît Le Bihan, ce qui fait qu'en termes de tactique d'infanterie, de tactique, les tactiques se sont complètement métamorphosées par rapport au canon de ce qui existait au début de la guerre, en fait. Hein. Et je pense même que cette omniprésence des petits drones, hein, quand je dis omniprésence, c'est une multiplication presque métastasique de ces petits drones sur le champ de bataille, oblige les deux belligérants à changer de tactique, et notamment ceux qui sont à l'offensive, je parle des Russes, d'utiliser c'est pour ça que les a vus utiliser des motos, on les a vus utiliser des quads, on les a vus utiliser également des petits groupes d'infanterie de 4 ou 5. Hein, d'ailleurs, c'est très très bien signalé par les soldats ukrainiens qui se sont repliés de la poche de Koursk. Il dit qu'ils étaient dépassés par ces petits groupes de Russes qui agissaient par groupe de 4 ou 5. Donc on voit très bien l'évolution en fait
des tactiques d'infanterie à la lumière de cette menace omniprésente des petits drones FPV. Et c'est là où on voit que les armées occidentales, que ce soit les armées françaises, anglaises, ainsi de suite, n'ont pas encore pris en compte ce retour d'expérience-là, qui date quasiment d'il y a un an, parce que cette montée en puissance drastique des drones, c'est quasiment sur cette année, voire les derniers 6 mois, hein, et qui sont en train de bouleverser totalement les modes d'engagement que l'on a connus pendant des années de l'infanterie. Mais alors ça, justement, c'est une guerre du 21e siècle. Il y a plusieurs effets de rupture. Alors, il y en a sur l'artillerie, il y en a sur les missiles, l'hypersonique. Mais là, la révolution des drones, c'était quelque chose d'un peu inattendu, ou peut-être prévu, j'en sais rien, mais c'est très clair. Si on passe de 80% de Ouais. tués par l'artillerie à 70% tués par les drones, c'est une énorme mutation. La conséquence, parce que on entend oui, mais les Russes sont nuls, mais le même va vous dire le lendemain qu'ils vont nous attaquer, tellement ils sont mauvais. Les Russes sont nuls parce qu'ils ont pris que 25 cm² ici, 30 cm là. Or, effectivement, le front est très très statique. Très statique. Moi, ça fait. Alors, y compris, il y a ceux qui annoncent l'effondrement, la grande percée. Statique, non, puisque ce qui s'est passé en 4 jours sur Kursk, c'est pas statique. Oui, mais alors là, il y a peut-être quelque chose de particulier qui a été. Alors, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais c'est ce que j'ai entendu dire, l'histoire du gazoduc. Mais qui Ah, a. le gazoduc, ça a joué, ça a, comment dire, accéléré l'effondrement de la défense de Souja, ça c'est clair, hein, puisqu'ils ont été pris à revers par ceux qui s'étaient infiltrés, l'équivalent d'un bataillon qui s'était infiltré par le gazoduc. C'est clair que ça a joué, hein. Mais ce qui a joué surtout, c'est qu'ils ont modelé l'adversaire depuis quasiment 3 mois. Il faut comprendre que dans cette enclave qu'ils avaient conquise en territoire russe, ils étaient pris sur 3 côtés par les feux russes. Feu d'artillerie, feu air-sol et bien sûr les drones. Oui, mais ça, il y a eu la défaite de Mariupol, il y a eu dans cette guerre, il y en a eu d'autres. Et donc, mais à chaque fois, ce sont des batailles extrêmement dures, longues. Et maintenant, avec l'arrivée des drones, l'hypersurveillance du front, tout déplacement devient meurtrier. Si on regarde les cartes, c'est pour ça, moi, au début de cette guerre, on regardait attentivement tout ce qui se passait d'une semaine sur l'autre. Maintenant, ça bouge, je ne vais pas dire à la marge, mais ça bouge pas beaucoup. Sur Oui, Kursk, c'était peut-être parce ouais. que, justement, c'est ce que dès le début, tu avais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette initiative? Qu'est-ce que c'est que cette offensive? Avec y compris le coût qu'elle allait avoir et le fait d'y sacrifier des unités qui étaient les meilleures. Euh, Est-ce que on n'est pas vraiment, du fait de ces caractéristiques de la guerre d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans un système vraiment de guerre d'usure obligée, quoi? C'est-à-dire comme tu dis, modeler, user l'adversaire en face, le détruire le plus possible, et que c'est celui qui a le plus détruit l'autre qui gagne, mais c'est pas territorial. Oui, mais dans la guerre symétrique, quelles que soient les guerres modernes, hein, les guerres modernes, peut-être même d'ailleurs un petit peu avant aussi, si on analyse les guerres précédentes, hein, du 19e et du 18e siècle, il y a toujours cette dimension stratégique d'usure de l'adversaire. Quelle que soit la, Oui. dès que la guerre va durer, on va être dans cette dimension d'usure de l'adversaire, hein, que ce soit au plan humain, au plan matériel, au plan psychologique, usure de sa société, c'est inévitable, c'est inévitable. Mais tu m'as entendu de nombreuses fois utiliser cette vilaine expression, les Russes font durer le plaisir, parce que ça fait 2 ans que j'entends de la part d'observateurs objectifs, de la part de ceux qui ont une sympathie pour le côté russe, dire, voilà, il va y avoir un effondrement, il va y avoir une percée, ce qui permettait aux propagandistes de l'autre côté de parler des assauts de viande, hein. Et encore Ouais, récemment, avec ouais. tes amis, les soldats nord-coréens.
Oui. hein. Donc Mais, ça, on si en a vu, on n'en a pas vu depuis deux si ans. tu veux, le pronostic de l'effondrement d'un des adversaires dans la guerre d'attrition, celui qui subit le plus de l'attrition, c'est pas être propagandiste de le dire, c'est la logique finale de l'objectif de l'attrition. C'est qu'à la fin, humainement, matériellement et moralement, celui qui est en face, qui a subi le plus de pertes, ne tient plus. Donc c'est là où il peut y avoir un délitement du front. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec les forces sudistes, hein, quoi qu'on en dise, à la fin de la guerre de sécession. J'en reviens à mon exemple de la guerre de sécession, la guerre civile américaine. Et ce qui s'est passé également sur le front en 1918, hein, avec les forces allemandes et certaines troupes qui quittaient directement leur position et le nombre de déserteurs qui s'était multiplié à la fin. Donc, il y a cette usure à un moment donné qui se crée, en fait. Hein, et ça, c'est inéluctable, c'est inéluctable. Maintenant, quand est-ce que ce point d'épuisement général arrive? Ça, c'est une autre question, ça. Alors bon, quand je parlais de propagande, je parlais de ceux qui dénonçaient les assauts de viande en disant ah, les Russes ont eu 1 million de pertes parce que ils sacrifient leurs troupes, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec les, les soldats nord-coréens. C'est cette propagande-là que je pointais Oui, du côté mais de, du côté des sympathisants de la cause russe, on a entendu très souvent. Ben voilà, ils vont percer, ils sont en train de gagner, ils vont après il y a le Dniepr, après c'est plus que de la steppe, tout, mais avec la meilleure bonne foi, hein, je pense. Mais j'ai l'impression enfin, la guerre a quand même changé ouais. de nature. Quoi qu'il en soit, au plan stratégique, il faut quand même, à mon avis, en ce moment, surveiller. Alors, on est rentré dans une période qui est un petit peu difficile pour les mouvements, puisque c'est le dégel et puis il pleut pas mal en ce moment. Mais la zone de Zaporizhzhia mérite d'être regardée avec un certain intérêt, à mon avis. Tu as parlé de l'état de l'armée ukrainienne et de cette usure. Il y a eu un article dans alors je ne sais pas si c'est pas une revue, mais il y a un site, le site de Medusa. Medusa est une organisation anti-Poutine, russe mais anti-Poutine, d'opposition à l'étranger, qui travaille avec la BBC. On l'a cité assez souvent sur la question des pertes. Ils font un très remarquable travail leurs appréciations et leurs chiffres sont, semble-t-il, très fiables. Et là, il y a un article sur les désertions liées à la situation de l'armée ukrainienne, et il y a un article assez bouleversant, hein. Je crois qu'il faut, on va inciter nos auditeurs à aller jeter un coup d'œil. On trouvera, le site est en russe, mais avec le logiciel de traduction, il y a des témoignages, il y a un reportage d'une personne dont je n'ai pas le nom qui me vient à l'esprit, mais qui en dit long sur euh, la situation qui, elle, alors à ce moment-là, pourrait, tu parlais de délitement, pourrait provoquer ce délitement. Bien sûr, oui. Mais c'est un article qui est assez long, avec plusieurs chapitres, mais qui mérite d'être. D'ailleurs, il est terrible hein, lorsqu'on lit l'article. Et justement, il fait référence justement à cette guerre des drones et au caractère implacable de cette guerre des drones, avec très très peu de blessés et presque une mort assurée dès qu'un combattant est ciblé par un drone. Mais sur la désertion, parce que sur course qu'on a vu, on a vu dans des vidéos avec euh, comment dire, des colonnes de prisonniers, finalement pas si importantes, plusieurs centaines de soldats. Mais si on lit cet article, on a l'impression que c'est massif quand même. Oui, ben, ça a déjà été signalé. En fait, c'est même d'ailleurs des ministères de la Défense ukrainien. On est sur environ 100 à 200 000 déserteurs ukrainiens qui sont dans la nature, en fait, hein, qui n'ont pas rejoint leurs unités. Mais ça, je veux dire, je reviens sur le caractère entre guillemets statique du front. Euh, Comment une armée où on voit qu'on va chercher les conscrits dans la rue, y compris qu'il y a des affrontements maintenant. Je veux dire, il y a des violences pour essayer de les
de les arrêter, en fait. On les arrête, on les jette dans des fourgons, on les envoie sur le front. Il y a la fameuse affaire du néo-nazi Ganoul, qui était une des terreurs d'Odessa, qui était un des organisateurs du massacre de la maison des syndicats d'Odessa en 2014, et qui a été exécuté, on a vu les vidéos, qui a été exécuté par un Ukrainien qui s'est ensuite rendu à la police, qui était parti sur le front en prenant la place de son fils, dont il ne voulait pas qu'il soit mobilisé. Ensuite, le Ganoul en question est allé chercher ce garçon avec des amis qui étaient dans une salle en train de faire du sport, et il a été envoyé sur le front, et un mois après, il était tué. Donc, pour se venger, le père, pour la trahison dont il avait été l'objet, il avait été blessé plusieurs fois sur le front, euh, a exécuté le sinistre personnage. Euh, Ce que tu me disais dans une conversation qu'on avait sur la signification, ce que racontait cette histoire dans le moment où le fils a été arrêté et où s'est fait tuer sur le front, durée d'un mois. Alors, ce qui se passe, il y a plusieurs informations derrière ça. D'abord, la première information, c'est que il y a des personnes qui sont mobilisables en Ukraine et qui traquent les mobilisables. Donc ça, puisque je pense que le Ganoul et puis sa bande d'ultranationalistes à tendance néo-nazie étaient mobilisables. Il Donc n'était pas sur le front, lui, hein. Oui, voilà, il n'était pas sur le front, donc il préfère traquer les recrues plutôt qu'aller lui-même sur le front. Et deuxième point, ce qui est toujours dans l'information, il y a toujours une information cachée, c'est qu'un jeune homme qui est recruté, il est mort au bout d'un mois sur le front. Ça veut dire qu'on imagine que son instruction a été des plus sommaires. Donc, s'il y a bien de la viande qu'on envoie, c'est bien de cette façon-là. Alors, je ne pense pas qu'on puisse avoir ce genre de critique vis-à-vis des Russes, parce ils ont la chance d'avoir un personnel suffisamment important, avec un taux d'engagement volontaire qui reste toujours assez élevé. Alors, mon cher Hervé, euh, une autre de tes, comment dire, de tes expressions, euh, des expressions auxquelles je suis confronté de temps en temps, c'est ta critique agacée, voire énervée, face au comportement des dirigeants européens qui font des, euh, des réunions, qui à Londres, qui à Bruxelles, qui à Paris, et qui ont un discours va-t-en-guerre, annoncent qu'ils vont mettre 800 milliards d'euros sur la table pour se réarmer, et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Et sans ce que tu m'expliques, qu'ils définissent le moindre objectif stratégique. En fait, depuis le départ, les Européens n'ont pas défini, enfin, on va dire les Européens, les chefs d'État européens n'ont pas défini d'objectifs stratégiques en relation avec les intérêts de leur pays, hein, par rapport à ce conflit. Ils ont épousé la position des États-Unis et la position des Ukrainiens, qui était compréhensible, mais qui était la position des États-Unis et la position des Ukrainiens. Ils ont épousé notamment la position du président Zelensky, qui était celle de reconquérir les territoires, notamment ceux des républiques autoproclamées, de retrouver les frontières de 91. Il ne faut pas oublier que le président Macron, pendant quasiment 2 ans, parlait de victoire jusqu'à la victoire de l'Ukraine. Hein, c'est quelque chose que l'on pourrait signaler, ce qui n'a pas de sens en fait. D'abord, on n'avait pas défini ce qui était pour les Européens cette victoire-là. Les Ukrainiens l'avaient défini, par contre. Alors après, on peut évidemment discuter sur le fait que ça soit réaliste ou pas, mais en tous les cas, ils l'avaient défini. Hein, les Européens ne l'ont jamais défini. Maintenant, par manque de prudence, par cet alignement parfois outrancier, ils se retrouvent coincés avec un changement de portage de la nouvelle administration américaine sur ce conflit, sachant que je pense que grâce à cette administration, on va aller vers la fin de ce conflit, un conflit que la Russie ne pouvait pas perdre et que l'Ukraine ne pouvait pas gagner, comme l'a très bien expliqué Éric Dénessé au début de ce conflit. On est vraiment dans cette logique-là. Et maintenant, ils sont coincés. Donc maintenant, ils cherchent à se positionner
par rapport à la fin du conflit, mais toujours sans avoir défini quels sont leurs objectifs à eux, en termes d'intérêts nationaux, sur la fin de ce conflit. Et ils sont en train de s'agiter sur une problématique d'envoi de troupes pour assurer le contrôle du cessez-le-feu une fois que le traité ou la fin des hostilités aura été signé par les deux protagonistes principaux. Or, ça, c'est un moyen. D'ailleurs, c'est un moyen qui est refusé par l'un des belligérants principaux, la Russie, qui considérerait que des troupes européennes sur le territoire ukrainien serait quasiment pour eux un casus belli. Donc on voit très bien qu'ils sont en train de se projeter sur une modalité de mise en œuvre, sur un élément qui est particulier à la fin du conflit, sans avoir compris que l'on a basculé sur autre chose. La guerre, d'une certaine manière, c'est entre guillemets, même si elle est toujours malheureusement présente, c'est du passé. Il ne se projette pas sur le monde d'après. Et le monde d'après, c'est le monde qui est en train de se construire maintenant. Ça sera un monde multipolaire, un monde où les relations se feront d'État-nation à État-nation et où des structures géopolitiques non identifiées comme l'Union européenne n'auront pas droit de cité. C'est d'ailleurs pour cela que les dirigeants russes, chinois, américains ne reconnaissent pas, comme on l'a dit précédemment, l'Union européenne comme une entité à part entière. Ils reconnaissent les États-nations européens. Et ça, il faut bien le comprendre. Et c'est ce monde-là qui est en cours de construction, un monde qui sera plutôt basé sur des relations de coopération, peut-être avec des tensions et des compétitions qui pourront peut-être aller jusqu'à des tensions de type militaire, mais en tous les cas, il y aura le primat de la coopération par rapport au primat de la confrontation qui avait eu lieu jusqu'à cette guerre en Ukraine. Et on voit très bien que ce primat de la confrontation est un échec. La sécurité par la confrontation, c'est un échec. Alors que les Européens veulent s'autonomiser au plan militaire et augmenter leurs dépenses militaires, ça paraît concevable, puisque d'une certaine manière, la plupart des pays européens ont fait des coupes sombres drastiques dans leur budget militaire à la fin de la guerre froide. Typiquement, en France, on est passé de 3% du PIB à 2%. Si la France remonte à 3% du PIB, ça me paraît logique et cohérent, hein, dans un but d'autonomie stratégique et d'avoir un outil de défense un peu mieux construit que celui qu'il est actuellement. Mais en tous les cas, ils sont à contretemps et en dehors du tempo de ce qui se passe actuellement. Alors, je vais ajouter une chose à ta critique drastique, dure, sévère mais juste. Euh, le, cette volonté de réarmer l'Europe, cette volonté de lui donner des moyens, de restaurer une industrie de défense, euh, elle pêche, et tu le dis, elle pêche par le fait qu'il n'y a pas d'entité, il n'y a pas d'Europe fédérale, et elle serait extraordinairement difficile à construire, mais on voit mal comment est-ce que cet effort, qui serait donc un effort collectif, pourrait être organisé. C'est quand même assez extraordinaire. Je dirais, une des preuves, c'est la question du partage de la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, elle a une logique liée à la sécurité existentielle d'un État-nation territorial, la France, le mien, le tien, ça ne se partage pas, ça. On ne va pas faire dépendre la sécurité existentielle de la France de ce que déciderait un autre État qui serait la Pologne, par exemple. Mais, Donc, mais de toute façon, sur le plan technique et sur le plan doctrinal, c'est impossible. Mais on voit très bien que ce doute qui a été euh, mis dans la tête de certains dirigeants européens par les propos du président Macron pose question, puisque le président polonais, il y a à peu près une semaine, a dit qu'il serait peut-être intéressé sur le partage du déclenchement du feu nucléaire. Mais c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et ça va à l'encontre même de la doctrine de la dissuasion nucléaire. On l'oublie, hein. C'est évidemment des menaces existentielles, mais c'est surtout une sanctuarisation du territoire national. Donc, comment ensuite on définit les intérêts de l'Union européenne? Mon cher Hervé, nous voilà toujours dans un monde qui bouge vite, un monde dangereux, un monde chaotique parfois, mais avec quand même des choses qui se dessinent. Je ne sais pas ce que l'histoire nous dira de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, mais
c'est quand même, il y a un effet de rupture et un effet de réorientation. Alors, bien sûr, on va, dès qu'il y a, je veux dire, des prises de position qui sont changées, dès qu'il y a des obstacles, chez nous, la presse se précipite. Elle est tellement anti-Trumpiste, comme les dirigeants d'ailleurs, hein. Euh, Elle est tellement anti-Trumpiste que on entend là, le cours de bourse de Tesla a baissé. Ah, 3 jours après, il remonte. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est assez chaotique, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important ce qui s'est produit. Et malheureusement, ce que je décris des réactions, ça montre bien que on n'est pas dans le coup. Je parle de l'Europe et que ce que tu viens de dire, euh, la critique que tu viens de faire euh, sur les dirigeants européens, de leur position, de leurs orientations, des stratégies qu'ils prétendent avoir, montre bien que c'est pas ça qu'il faudrait faire. Et je crains malheureusement que pour changer ça, c'est un changement de rupture aussi qu'il faudrait. C'est un changement de rupture. Quand je vois qui est arrivé au pouvoir en Allemagne, M. Merz, hein, issu de BlackRock, et qui a une position qui se rapproche de celle de Goebbels avant le 22 juin 1941. J'exagère un peu, mais c'est assez étonnant. Alors Ouais, que enfin, le grand patronat allemand ne va pas manquer de lui rappeler les enjeux économiques prégnants, notamment pour l'industrie allemande. non, mais parce que, bon, il a fait 29% des voix, l'AfD, qui ne veut surtout pas de ça, 20, mais c'est un peu n'importe quoi. Donc, chez nous, c'est pareil, hein. Chez nous, c'est pareil. Malheureusement, nous, on a un grand Premier ministre qui s'appelle François Bayrou et qui, après avoir pris des engagements sur l'âge de départ à la retraite de 62 ans, est venu dire, 3 semaines, un mois après, pour éviter la censure, est venu dire que euh, la guerre à laquelle on devait s'attendre, l'agression russe, impliquait de reculer l'âge de la retraite. Ah bon, bravo, c'est d'une bonne foi extraordinaire. Bon, mon cher Hervé, merci encore. Et puis, donc, on va continuer à rester extrêmement attentif à ce monde qui bouge. Ouais, au revoir à tous. Bon, ben, les amis, le conflit mondial, vidéo numéro 94, se termine, est terminé. Je voulais vous parler, pendant l'enregistrement, je voulais vous parler euh, d'une prochaine émission qu'on va avoir dans la playlist bouquin avec Éric Branca. Vous savez, on en avait fait une sur l'ami américain où il expliquait les rapports que De Gaulle avait entretenus avec les Américains, ou plutôt les rapports que les Américains avaient entretenus avec De Gaulle, hein, cette espèce de haine vigilante. Il a sorti après L'Aigle et le Léopard qui expliquait finalement pourquoi, au final, la Grande-Bretagne avait continué la guerre, alors même qu'elle était partie plutôt pour trouver les moyens de transiger avec Hitler. Euh, il vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle 300 jours, où il revisite l'histoire de la fin du deuxième conflit mondial à partir du débarquement en Normandie. Il me l'a adressé très gentiment. Je l'ai reçu hier. Donc, je vais le lire et on va faire une émission spéciale parce que c'est toujours intéressant de revisiter l'histoire. Il y a toujours des choses à découvrir, des points de vue à changer, euh, des vérités à débusquer. Donc voilà, ce sera dans quelques temps parce qu'il faut le temps que je le lise, mais je pense que ça pourrait être tout à fait intéressant pour tous ceux qui se passionnent à cette partie militaire du moment que nous vivons. Salut!